Cette histoire se passe au milieu des années 80. Depuis quelques années déjà, une jeune fille nommée Escalade s'était ouverte au monde. Radieuse comme le reflet d'un mousqueton poli, charmante comme l'appréhension d'un bac accueillant, la jouvencelle depuis peu libérée du joug de son père, le bien nommé alpinisme, s'était éprise d'un jeune homme appelé Rocher. Ensemble, ils parcouraient le monde, pitonnant toute falaise qui pouvait être grimpée, jusqu'au jour où s'invita dans leur amour un nouveau venu. Le jeune homme s'appelait Résine. Il était beau, charismatique et dégageait une confiance à vous faire oublier de clipper les dégaines. Rapidement, le courant prit entre Escalade et lui, et là où Rocher ne pouvait lui apporter que simplicité et bohème, Résine lui fit miroiter les plus belles choses. Strass, paillettes, une foule en délire, des prises aux préhensions uniques, et comme un coup de grâce, il lui fit part de son rêve, fonder un domaine où leurs enfants seraient rois, un circuit de Coupe du Monde. Alors Escalade quitta Rocher pour suivre le rêve de Résine, et dès 1989, ils aboutirent à la première Coupe du Monde avec la naissance de leur premier-né, Difficulté. Ainsi l'aîné fut suivi en 1998 par Vitesse, le cadet, puis par Bloch, le benjamin, en 1999. Trois juvéniles au caractère fort différent, la Difficulté, le plus âgé des trois, était un parfait chérubin. Patient et gracieux, il était aimé de tous et fit le bonheur de ses parents. La naissance de Vitesse, le cadet, fut plus tumultueuse. Le bébé était laid, difforme, comme si une balle de tennis se cachait sous son épiderme, et si même sa mère alla presque jusqu'à abandonner l'enfant, elle se dit qu'elle pourrait tout de même en tirer quelque chose en le vendant à Eurosport. Enfin, Bloch, le benjamin de la fratrie, n'avait pas grand-chose à envier à son frère aîné. Malgré son caractère très différent, hyperactif et toujours à sauter partout, il était fort comme un roc, spectaculaire et fut adulé de la même manière. La fratrie, avec un équilibre certain, régna donc sur le circuit des Coupes du Monde pendant plus de 20 ans, jusqu'au jour où tout fut bouleversé par un événement inattendu, l'apparition de 5 anneaux de couleur qui furent distribués aux trois frères, deux chacun, sauf à la Vitesse qui n'en reçut qu'un puisque personne ne l'aimait, 5 anneaux qui allaient changer leur vie à tout jamais, 5 anneaux olympiques. Bonjour à tous, je suis Miguel de Caillou TV et vous regardez Road to the Olympics, une nouvelle série de vidéos ayant pour but de vous expliquer le procédé de qualification aux Jeux Olympiques de Paris 2024 qui se dérouleront l'année prochaine. Mais avant de chercher à comprendre pourquoi les championnats du monde de Berne de ce mois d'août seront aussi décisifs dans ce processus que la ville de Laval en Mayenne, nous avons besoin d'un contexte, et c'est pour cela que dans cette vidéo, nous allons d'abord expliquer comment fonctionne le circuit international actuel. Et une fois n'est pas coutume, pour commencer tout cela, un rapide tour d'histoire s'impose. C'est en 1985 que l'on considère l'apparition de la première compétition d'escalade moderne à Bardonecchia en Italie lors d'une compétition nommée Sport Rocca. La compétition se déroule alors sur une falaise en extérieur et si elle est un véritable succès, on se rend rapidement compte des limitations imposées par l'environnement aléatoire, mais surtout pas très équitable pour les grimpeurs, certains connaissant déjà le lieu. Dès l'année suivante, en 1986, la première compétition sur structure artificielle voit le jour à Vaux-en-Velin, l'un des quartiers de la ville de Lyon. Le public est conquis, tout comme les athlètes, et malgré quelques réfractaires restants, la Fédération française va impulser un mouvement auprès de l'UIAA, l'Union internationale des alpinismes, pour pousser ces compétitions à voir le jour à plus grande échelle. C'est ainsi qu'en 1989 est organisée la première Coupe du Monde de difficulté. Par la suite, l'épreuve de vitesse sera rajoutée en 1998, puis le bloc l'année suivante, ce qui nous amène jusqu'en 2007, date de la création de l'International Federation of Sport Climbing, ou IFSC, par l'UIA elle-même, qui confiera l'organisation du circuit international à cette dernière. Ce qui veut dire que chaque année, depuis 2007, c'est l'IFSC qui se charge d'organiser, planifier, diriger et promouvoir les différentes compétitions du circuit international. Parmi ces compétitions, on retrouve la série des Coupes du Monde et les Championnats du Monde organisés par la branche principale de l'IFSC, mais aussi les séries de Coupes continentales comme les Coupes d'Europe ou les Championnats continentaux organisés par les branches continentales de l'IFSC, dont on ne détaillera pas le contenu aujourd'hui, ceux-ci ne rentrant pas directement en compte pour la qualification aux Jeux Olympiques. D'ailleurs, il existe aussi d'autres types de compétitions, comme le circuit jeune par exemple, qui reprend à peu près le même format. On a aussi quelques masters, des open, des événements promotionnels, mais cela on ne le détaillera pas non plus aujourd'hui, puisque la Coupe du Monde et le Championnat du Monde restent le gros du programme, notamment pour les Jeux Olympiques. Ensuite, pour participer à ce circuit, il y a plusieurs conditions. La première, c'est d'être âgé d'au moins 16 ans, ce qui, vu l'âge moyen actuel du circuit, est une très bonne façon d'empêcher que des pères de famille se fassent rouster par des collégiens. La deuxième, c'est d'être licencié dans une fédération membre de l'IFSC, et la troisième est d'être sélectionné par cette même fédération pour participer au circuit en fonction de différents quotas imposés par l'IFSC et propres à chaque compétition.
Et pour expliquer comment sont définis ces quotas justement, on va commencer par détailler le système le plus utile et paradoxalement celui que vous connaissez sûrement le moins du circuit international, le World Ranking. Le World Ranking, ou classement mondial, aussi appelé Continuously Updated World Ranking, est, comme son nom l'indique, un classement des meilleurs grimpeurs du monde, continuellement mis à jour, un peu comme le ATP Ranking pour les amateurs de tennis. Alors évidemment, il existe un World Ranking pour chaque discipline, à savoir un pour la vitesse, un pour le bloc, un pour la difficulté et un pour le combiné bloc-difficulté. Comme dit précédemment, les points de ce classement ne sont jamais remis à zéro et il prend en compte les 6 résultats octroyant le plus de points à chaque grimpeur sur une année glissante. Et si je dis bien les 6 résultats octroyant le plus de points et pas les 6 meilleurs résultats, c'est bien parce que ce n'est pas la même chose. En effet, en début d'année, l'IFSC publie une liste des compétitions comptant pour le classement mondial ainsi que leurs coefficients. Ainsi, les 80 meilleurs grimpeurs de chaque compétition remporteront un nombre de points défini par le tableau que vous voyez actuellement, et ce nombre sera ensuite multiplié par le coefficient de la compétition. Par exemple, cette année, les championnats du monde de Berne auront un coefficient très important de 2 sur chaque épreuve, contre un coefficient de 1 pour les Coupes du Monde. Le gagnant remportera donc 2 fois 1000 points au classement mondial, le second 2 fois 805 points, etc. en suivant le tableau. Pour les championnats continentaux, par contre, les coefficients sont moins élevés, habituellement 0,2, et à cela, on rajoute, exclusivement pour les compétitions continentales, un autre coefficient dit de force du continent. Et oui, car il est normal que si, par exemple, 9 des 10 meilleurs bloqueurs du monde sont européens, le championnat d'Europe vale plus de points que les autres championnats. L'année dernière, par exemple, le championnat européen de bloc était classé devant le championnat asiatique, ce qui lui octroyait un coefficient de 1,5 contre 1,375 que l'on rajoute au précédent calcul. Le vainqueur du championnat d'Europe remportera donc 300 points contre 275 pour le vainqueur du championnat d'Asie. Et si vous êtes déjà un peu malade avec ces calculs, sachez que je me suis tapé toute la doc IFSC pour préparer cette vidéo et que je suis tombé sur ces calculs, ce qui m'a un petit peu refroidi à la base, je vous l'avoue. Mais ne vous inquiétez pas, dans les faits c'est très simple et 99% du temps, les 6 meilleurs résultats vont être partagés entre les étapes de Coupe du Monde, l'éventuel championnat du monde et à la limite un championnat continental, mais qui vaudra beaucoup moins de points. Pour les compétitions où le grimpeur a participé, on a sa place, suivi d'un point puis le total de points que la compétition lui a rapporté. Les cases blanches sont les cases représentant les compétitions auxquelles le grimpeur n'a pas participé, et les cases où vous voyez des valeurs entre parenthèses sont les pires résultats du grimpeur que l'on a effacés à la faveur de ses 6 meilleurs résultats. Premier du classement mondial d'escalade, ça doit être un joli rêve, hein? Eh bien sachez que tout le monde s'en fout. En fait, ce classement n'a aucune importance en termes de prestige sportif, les athlètes ne sont pas forcément présents à chaque compétition, et faire 2 fois 5e vous placera au-dessus d'un vainqueur d'étape, et pourtant vous resterez bien moins dans les mémoires. Car la vraie importance de ce classement est surtout sélective. En effet, c'est à partir de ce classement que seront déterminés les quotas de qualification en Coupe du Monde, ce que je vous invite à découvrir dès maintenant. Dans beaucoup d'autres sports, lorsque l'on parle de coupe, on pense souvent à un événement ponctuel qui n'a lieu qu'une fois par an. Eh bien en escalade, c'est le contraire. Les World Cup Series, ou la Coupe du Monde de l'escalade, se déroulent chaque année du début du printemps, en avril généralement, jusqu'à l'automne, globalement fin octobre. Durant cette période, l'IFSC peut décider de planifier jusqu'à un maximum de 8 étapes par discipline, à savoir la vitesse, le bloc et la difficulté. Ces étapes peuvent d'ailleurs se dérouler lors d'un même week-end et sur un même lieu, et l'on retrouve souvent un format récurrent, avec les compétitions de bloc entre avril et juin, la difficulté entre juillet et octobre, et la vitesse à cheval entre les deux. Et comme évoqué plus tôt, cette série de compétitions ne se déroule pas comme un open, et il faut obtenir sa place pour y être qualifié. Ainsi, tous les ans, chaque fédération membre de l'IFSC se voit attribuer un nombre de places en Coupe du Monde pour ses athlètes. D'abord, chaque fédération reçoit 2 places par défaut à distribuer à n'importe quel athlète. À cela, on ajoute les potentiels athlètes de la fédération placés dans les 10 meilleurs grimpeurs au classement mondial pour chaque discipline. Ce quota-là est donc nominatif et ne peut pas être redonné à un autre grimpeur de la fédération en question. Ensuite, chaque fédération gagne un autre quota en fonction du nombre d'athlètes de sa fédération classés entre la 11e et la 40e place du classement mondial. Un athlète classé dans cet intervalle donne le droit à 1 place en plus, 2 athlètes à 2 places, etc. avec un maximum de 3 places en plus. Et enfin, plus simple, la fédération qui accueille l'étape de Coupe du Monde se voit offrir 4 places supplémentaires en tant que pays hôte.
Si je reprends donc cet exemple pour la fédération japonaise lors de l'étape de Coupe du Monde de bloc homme d'Ashoji au Japon, on obtient donc 2 places par défaut, puis en 2022, Yoshiyuki Ogata, Tomoe Narasaki et Kokoro Fuji faisant tous les 3 partie des 10 meilleurs grimpeurs en bloc, ils sont donc qualifiés d'office pour cette année de Coupe du Monde. Ensuite, en 2022 toujours, les Japonais avaient placé la bagatelle de 5 grimpeurs entre la 11e et la 40e place du classement mondial en bloc, ce qui leur octroie 3 places supplémentaires à redistribuer à leurs athlètes. Et enfin, la Coupe du Monde se déroulant au Japon, la fédération japonaise obtient encore 4 places supplémentaires pour un total de 12 grimpeurs japonais qui pourront participer à cette étape. En comparaison, la fédération des Philippines, ne jouant pas à domicile et n'ayant aucun grimpeur dans le top 40 du classement mondial en 2022, seuls 2 grimpeurs avaient pu être envoyés par la fédération. Et pourtant, je continue à penser qu'une finale 100% Philippines, ce serait beaucoup plus classe que les finales à 17 japonais qu'on se tape en ce moment. En tout cas, ces Coupes du Monde constituent le cœur du circuit compétitif international et sont-elles reconnues comme très prestigieuses. Ainsi, tout au long de l'année, chaque étape présentera un classement final avec un vainqueur d'étape qui remportera un cash prize en plus d'une belle ligne à son palmarès. Mais aussi, et à ne pas confondre avec le World Ranking, chaque année sera dressé un classement général de la Coupe du Monde. Et là, c'est très simple, vous vous rappelez le tableau à points utilisé pour les 80 meilleurs des compétitions au World Ranking? Eh bien là, c'est la même chose, sauf qu'on ne prendra en compte que les étapes de Coupe du Monde. On obtient alors un classement du même type, à la différence près que l'on ne garde pas les 6 résultats octroyant le plus de points aux grimpeurs, mais bien le nombre d'étapes de Coupe du Monde ayant eu lieu pendant l'année, moins celle qui fut son pire résultat. Dans une année comme 2018, avec 7 étapes de Coupe du Monde en bloc par exemple, cela revient au même, mais dans une année comme 2023, avec 6 étapes, on ne garde que les 5 meilleurs résultats de chaque compétiteur. Lors de la dernière étape de chaque discipline de l'année, on assiste alors à 2 podiums, le podium de l'étape qui vient de s'achever et le podium du classement général de la Coupe du Monde de la discipline en question, un titre tout aussi prestigieux. Prestigieux certes, mais vous le savez sûrement si vous regardez les résumés des compétitions sur la chaîne, les athlètes sont parfois aux abonnés absents en Coupe du Monde. Alors entre projets sur rocher, années de césure ou simplement préparation pour de plus grosses échéances, ils ont tendance à parfois se désintéresser de compétitions aussi régulières. Or vous le savez, pour avoir une belle victoire, il faut les plus beaux adversaires, et ces adversaires, c'est au championnat du monde qu'on les trouve. Les championnats du monde d'escalade, le rendez-vous de prestige par excellence. Ici, pas question de rater la compétition, tout le gratin mondial vertical se réserve pour ce moment, quitte à sacrifier son circuit de Coupe du Monde. Ici, tout est au top, Adam Ondra est paré de ses plus belles bouclettes, Natalia Grossman de son plus beau sourire et GG le caméraman de ses plus beaux gros plans sur matelas. Et si pour vous championnat voulait dire événement sur la durée, eh bien vous pouvez oublier, nous sommes en escalade, nous parlons de gens qui aiment que le sol soit posé à la verticale, donc la logique n'a pas cours ici, et les championnats du monde n'ont lieu que tous les 2 ans sur une période de 7 à 12 jours environ, et généralement pendant l'été ou début septembre. Concernant le processus de qualification, on oublie les histoires de quotas, ici c'est beaucoup plus simple, les champions du monde en titre sont qualifiés d'office dans chacune de leurs catégories respectives, et chaque fédération peut envoyer un maximum de 5 athlètes supplémentaires par catégorie. En France par exemple, nous n'avions aucun champion du monde sortant et c'est donc avec 5 athlètes par catégorie que la fédération se présentera. Au niveau des disciplines, chaque championnat du monde voit se dérouler une compétition de vitesse, une de bloc et une de difficulté, auxquelles viennent s'ajouter depuis 2018 une épreuve de combiné sur le format olympique qui rassemblait vitesse, bloc et difficulté avant Tokyo 2020 et qui ne rassemblera désormais plus que le bloc et la difficulté, un format encore amené à changer à l'avenir puisque les 2 disciplines devraient se séparer elles aussi sur les futurs JO. D'ailleurs, vous remarquerez peut-être que dans certains classements antérieurs à 2018, la notion de combiné était déjà faite, mais ne vous y trompez pas, il s'agissait alors d'une simple addition des résultats des épreuves individuelles et pas d'une épreuve à proprement parler. À la fin de ces championnats du monde, on obtient donc un champion du monde dans chaque catégorie, Graal ultime du circuit international. Du moins ça, c'est ce que je vous aurais dit avant l'arrivée des Jeux Olympiques sur le circuit. Car aujourd'hui, à l'orée des championnats du monde de Berne 2023, l'objectif est double pour nos athlètes qui évidemment souhaitent repartir avec le titre de champion du monde, mais surtout repartir avec une place qualificative en poche pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.
Comment, me direz-vous? Eh bien c'est très simple, cela nous le verrons la semaine prochaine, juste avant le coup d'envoi des championnats du monde de Berne, dans la prochaine vidéo de cette série, Road to the Olympics, comment se qualifier aux Jeux Olympiques, rien de plus simple. En attendant, moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime dessus si elle vous a plu, à laisser un commentaire si le cœur vous en dit, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à m'envoyer un petit message, ou à mettre en commentaire si vous voulez que j'aborde un sujet spécifique la semaine prochaine, ou des petits détails en plus, et en attendant, je vous dis à la prochaine, tchuss!